Salut, c'est Alex et aujourd'hui une nouvelle interview avec un ami, Cyril. Peut-être que tu connais Cyril de Web de Fou. Si tu le connais pas, je t'invite à rejoindre son canal Telegram. Tu es principalement sur Telegram, on va en parler. Et Cyril, je vais le présenter en quelques lignes. Ce que je te propose, c'est que je te présente en quelques lignes de ce que je sais sur toi. Après, je te passe la parole et on y va avec des questions un peu au feeling, sachant qu'on a déjeuné ensemble. On a passé déjà 3 heures ensemble, donc on a écumé pas mal de sujets. Mais on va reprendre parce qu'il y a beaucoup à discuter sur forcément l'entrepreneuriat sous diverses formes, parce que tu es assez polymorphe, on va en parler. Et après un peu aussi sur la vie, ton œuvre, etc. Cyril, en quelques lignes, alors ce que je vais te dire, c'est ce que tu as déjà partagé à ta communauté, donc il n'y a rien de privé, etc. Tu as commencé avec de l'emailing principalement. Donc tu es devenu numéro 1 de l'emailing en Europe, c'est-à-dire que tu as envoyé plusieurs millions de mails par mois. Ensuite, tu es passé, je ne sais pas si c'est ensuite, mais tu es passé sur le web. Donc tu as fait du développement web avec création de produits, notamment Web de Fou. Tu es passé sur des projets crypto, toujours avec une position intermédiaire, on va en parler. Et là, c'est à Dubaï d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Tu es arrivé à Dubaï avec ta femme et ta petite en 2020, juste avant le Covid. On s'est rencontrés là-bas. Et d'ailleurs, là, on te parle de Dubaï, là, avec un petit son derrière. Et depuis, tu as quitté les Émirats, tu t'es installé en Thaïlande et tu t'es reconverti dans la promotion immobilière. C'est ça? Oui. Est-ce que toi, en quelques lignes, tu souhaites te présenter avant qu'on attaque? Ouais, alors déjà, salut Alex. Merci de me faire passer sur ta chaîne et content de rencontrer ta communauté, tes clients, etc. Tu m'avais déjà d'ailleurs présenté 2-3 personnes. Alors moi, en quelques lignes, j'ai commencé en fait avec l'affiliation au départ. Ah oui, l'affiliation. C'est l'affiliation, mais c'était l'affiliation avec l'email, donc c'était l'emailing. Je scrapais des emails sur le bon coin en fait. En fait, j'ai fait beaucoup de choses avant, je suis très autodidacte. Là où j'ai vraiment commencé à faire du pognon, c'est avec l'email. Donc je scrapais des emails sur le bon coin, j'envoyais des offres, je me suis rendu compte que ça faisait de l'argent et je me suis dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas d'autres offres qui font de l'argent? J'ai découvert l'affiliation. Suite à ça, j'ai évolué, j'ai commencé à faire du pognon, j'ai rencontré des gens, j'ai commencé à recruter et j'ai essayé d'avoir d'autres positions, c'est-à-dire je me suis rendu compte que finalement le web ça reste du marketing, donc j'ai donné des conseils marketing, j'ai essayé de faire une petite agence pour conseiller des gens, essayer de faire par exemple de la pub, des choses comme ça, parce que pour avoir des emails c'est bien de scraper, mais à un moment donné faut faire de la publicité. Donc je me suis intéressé à la publicité, ce qu'on appelle le media buy. J'ai fait une régie d'affiliation également au milieu, où je mettais en relation des annonceurs comme Carrefour, etc. avec des publishers, des éditeurs, c'est-à-dire des personnes qui ont du trafic, comme des sites web, mettre en place des bannières, ou par email, ils ont des bases de données, et donc ils envoient ta pub, enfin la pub des annonceurs, et toi tu prends une commission au milieu. Donc toujours été avec ce rôle d'intermédiaire, j'ai jamais voulu être en frontal avec en centralisant des offres. Donc petit à petit j'ai créé des sites, j'ai fait du SEO, j'ai fait beaucoup de SEO, j'ai fait beaucoup de sites en SEO avec beaucoup de trafic, en millions de trafic. Quand tu dis beaucoup, ça se compte en... C'est 400 par mois. Ouais, vraiment de la masse. Moi, en fait, globalement, mon profil, je fais de la masse, c'est entre le technique et le commerce, entre le technique et le marketing. Ça m'intéresse pas de faire un produit, une marque, un site, j'en ai rien à foutre. J'aime bien faire 400 sites, machin, etc. J'aime bien ce côté un peu technique. C'est pas prouesse technique, c'est le côté intelligence de marché de masse qui m'intéresse. Par exemple, plutôt que de vendre un produit pour des parasols, je vois des parasols, je préfère savoir comment est-ce qu'on peut s'adresser à la masse pour vendre un truc spécifique. C'est quelque chose qui m'a vraiment toujours un peu intéressé. Et donc j'ai évolué là-dedans, j'ai recruté des gens, je suis monté à 25 salariés, 25 prestats full-time, j'ai monté des sociétés en France, etc. Ouais, j'ai vite compris que j'étais pas bon en tant que manager, mais bon dans la R&D, dans le business developer, c'est-à-dire créer des idées, mettre en relation les choses, créer des synergies, etc. Ça c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours passionné, rencontrer des gens, améliorer les choses, etc. Ensuite j'ai basculé un peu, j'ai fait plein de trucs, mais j'ai basculé petit à petit dans du consulting B2B pour des marques, post-consulting B2B pour des grosses marques, et j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour du Web 2, le Web 3 est arrivé en gros, et je me suis positionné en advisor, c'est-à-dire en conseiller marketing dans des projets crypto, NFT, play to earn surtout, etc. Pas en mode investisseur, bien que j'ai acheté un peu de Bitcoin, machin et tout, mais j'ai jamais compris vraiment la valeur de ça. Par contre, en tant que projet marketing, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes à faire parce qu'il y avait une grosse place sur le marché, un gros trou sur le marché. Et je me suis positionné en consultant marketing et j'ai fait pas mal d'argent là-dedans aussi. Et ensuite, j'ai évolué naturellement, j'ai suivi le pognon, c'est-à-dire il y a eu de l'impression magique avec le Covid. Il y a eu beaucoup d'argent sur les marchés. J'ai pris ma part dans la crypto. Quand l'argent est parti, je l'ai suivi dans l'immobilier. Et suite à des problématiques entre perso et professionnel, j'ai décidé de m'orienter vers un projet de promotion immobilière pour tout simplement proposer des nouvelles choses, m'intégrer un peu plus, et surtout avec la crypto et mes business que j'avais, je me suis toujours retrouvé avec une position où il y avait des investisseurs. Et les investisseurs, promoteurs, investisseurs, ils achètent les biens,
Voilà, faut soigner quand même ce que tu fais pas de la merde, tu fais les choses bien pour des investisseurs qualitatifs. Donc on se positionne un peu sur du moyen haut de gamme, sur de la promotion immobilière en Thaïlande, mais toujours avec un rôle intermédiaire, c'est-à-dire je prends un constructeur, je prends un architecte, je fais les projets, je prends des investisseurs, ils achètent les projets, je mets en forme tout ça. J'ai toujours cette relation-là, cette logique-là dans le business. Je crée pas un truc à part entière. Je me sers de plusieurs partenaires, je travaille avec beaucoup de partenaires, beaucoup d'associés, pour mettre en synergie les choses. Là, de ce que tu partages, parce que moi je te connais aussi personnellement et tu partages beaucoup sur le canal, t'es vraiment touche à tout. C'est quoi les compétences ou l'expertise transverse à tout ça? Bon bah, clairement le marketing et surtout la vraie valeur. Alors l'expertise elle est marketing, la valeur elle est autodidacte et dans l'apprentissage. Demain, je me suis dirigé vers la promotion immobilière parce que ça répondait à quelque chose dans ma vie. J'avais des investisseurs, ils savaient pas où foutre leur pognon. Moi, j'avais envie de construire des maisons, enfin ma maison, etc. En fait, ça a été une synergie de choses. Moi, je sais pas planter un clou. Est-ce que ça m'empêche d'être constructeur? Non. La valeur n'est pas dans la compétence. Beaucoup de gens se trompent à mon sens. J'ai fait du business en ligne, j'y connaissais rien. J'ai fait des infoproduits, j'y connaissais rien. J'ai fait du SEO, j'y connaissais rien. Je fais de la promotion immobilière. Au départ, j'y connais rien. Ouais. Ouais, et tu vois, ça m'amène. Alors, on joue avec le micro parce que on a essayé le son et qui est pas ouf. Ça m'amène cette réflexion. Tu sais, il y en a beaucoup qui parlent du fameux mindset. Tu vois, le mindset de l'entrepreneuriat. Enfin, tu vois, c'est comme les Fried McCain. Tu vois, il y en a qui en parlent beaucoup, mais je sais pas s'ils en mangent beaucoup. Ouais. Toi, t'en parles pas. Enfin, c'est pas un sujet qui te. Le mindset? Ouais. Enfin, c'est pas un sujet que tu mets en avant forcément. Par contre, force est de constater que tu l'incarnes dans le sens où effectivement t'es arrivé en Thaïlande et en moins de 3 mois tu t'étais créé un réseau de dingue, tu t'es lancé dans la promotion immobilière alors que tu connais rien, c'est pas comme si t'avais un peu bossé ça en France ou des trucs comme ça. Je me dis mais le mec, mais avec Steph ma femme des fois on se dit mais ce mec est un malade, ce mec est un fou, what de fou quoi, tu vois. Pourquoi fou? Mais parce que je me dis mais comment en plus dans un espace aussi réduit de temps, comment tu arrives à déjà switcher aussi rapidement, déjà aussi te dire, a priori, de pas avoir forcément de peur, tu vois, bloquante, tu vois, qui peuvent vraiment te dire, ah non, j'y vais pas, parce que ça fait flipper, ou alors de sentiment d'illégitimité, ou de, ouais, mais je suis pas assez bon. Toi, j'ai pas l'impression, tu vas me dire, mais j'ai pas l'impression que tu te poses ces questions, et que, effectivement, tu vois, je lisais un bouquin de Mike Horn, où le mec, en fait, c'était latitude 0, et il fait le tour du monde en suivant l'équateur. Ok. Tu vois. Et le mec se pose pas beaucoup de questions, quoi. Et il disait, moi, la peur, je la connais pas. Sauf si vraiment t'as un ours qui se pointe. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a le même raisonnement dans le sens où il n'y a pas grand chose qui te bloque. Et ça m'intéresse parce que le fameux mindset, en fait, t'en parles pas, mais par contre, Je l'incarne. Tu l'incarnes, tu vois. Ouais. Alors, je vais te répondre de deux façons. On a tous peur de beaucoup de choses. Je sais pas où je vais au départ, je sais pas machin. Le problème de la peur, c'est quoi? C'est la confiance en soi. Donc en vérité, si t'as peur et que t'as confiance en toi, en général, t'as pas vraiment peur. Si t'as peur et que t'as pas confiance en toi, tu flippes. Donc le vrai sujet, c'est, je vais donner l'exemple de la promotion immobilière. Est-ce que j'ai des peurs? Bien sûr. Est-ce que j'ai des doutes? Bien sûr. Menteur, celui qui dira qu'il n'a pas de doute quand il entreprend quelque chose. Tu ne sais pas. Tu ne sais jamais. J'aurais fait ça il y a 15 ans, je serais jamais allé. Pourquoi? Parce que t'as un parcours qui fait que tu construis ta confiance en toi, que j'ai vécu assez de choses en up and down, constantes, pour savoir que quand t'es au fond, tu peux remonter. Je suis passé à 1000 € d'un redressement judiciaire. Ça m'a pas empêché de faire des millions. Ça, il faut le faire plusieurs fois pour comprendre que, d'accord, si tu me demandes concrètement, demain, t'es à la rue, machin, comment tu fais, je saurais pas te dire. Par contre, si j'y suis, je sais qu'il y aura pas de problème. Je vais y arriver. Pourquoi? Confiance en moi, saisir les opportunités. Maintenant, ça c'est le premier point au niveau du mindset. Ensuite, t'as parlé de comment tu fais en 3 mois. Avec le temps, avec l'expertise, avec l'expérience, le vrai sujet réside dans le fait de trouver les bons partenaires. Donc la vraie compétence réelle que j'ai acquise au fil du temps, c'est d'être capable de sélectionner des partenaires pertinents. Donc comment j'ai fait en 3 mois pour être promoteur, c'est que j'ai trouvé un super bon avocat. J'ai fait des choses avec, je l'ai testé, il m'a présenté des gens, je lui ai représenté des gens. On a développé des potentiels ensemble, on s'est apprécié, on a partagé les mêmes valeurs. Et moi quand je m'associe, c'est pas pour une compétence. Une compétence, ça se paye. Une compétence, ça se monnaie. Une compétence, ça se recrute. Un associé, c'est pas ça. Et un associé, c'est un profil. Et donc, je dis ça dans ma logique, hein, j'explique ma logique. Et donc, quand je rencontre un avocat, qui est un gros partenaire, qui me sort des épines du pied, je lui rends service, il me rend service, on partage les mêmes valeurs, bah tout de suite, il y a une confiance qui se crée, et il me permet finalement de réaliser des choses importantes. Il y a une phrase qui dit « Un être vous manque et tout est dépeuplé ». Mais il y a la phrase inverse.
Il suffit d'une personne pour changer les choses. Donc ça, je l'ai compris il y a très longtemps. Tu vois, il me suffit d'une personne en crypto-monnaie pour m'ouvrir un réseau, pour être marketeur dans 5, 6, 7, 10 projets. Il suffit d'une personne, un avocat bien placé, pour me rassurer et me donner les clés, me donner les fondations pour exercer ce que j'ai envie de bâtir. Donc savoir que la maison va être bien, belle, pertinente, meublée, beaucoup font attention à ça. Est-ce que je fais un tunnel de vente avec des trucs, tout le monde fait attention à la décoration. Le vrai sujet, c'est quelles sont les fondations. Et donc quand tu bâtis des fondations, en fait, que ta maison, elle soit en bois, que tu bâtisses finalement un immeuble plutôt qu'une maison, c'est un détail. Et là, je prends le sens du business, hein, je parle pas de sens de la promotion, dans le sens où tu sais pas ce que tu vas bâtir, mais tu as des fondations solides, donc tu peux tout faire. Et ça, c'est important. Et ça, avec le temps, le réseau, les partenaires, le mindset que tu crées, bah, à l'impossible, nul n'est tenu. Ok, j'ai choisi de faire de la promotion immobilière, mais j'aurais pu choisir de faire plein de choses. J'aurais pu faire autre chose. Et c'est quoi alors justement? C'est une question d'opportunité? C'est une question, là c'est très délicat, on en a parlé un peu en perso, mais j'ai fait de la promotion parce que j'ai eu des problématiques personnelles qui m'empêchaient d'avancer dans des projets perso. Et j'ai compris que la clé était d'en créer un business. C'est-à-dire que j'ai compris que j'étais pas un bon investisseur. En fait, je suis un très bon entrepreneur, mais pas un bon investisseur. Donc, ce qui fait que si j'investissais, j'étais pas aux commandes de mon propre investissement. Quand t'es investisseur, tu dois faire confiance à des tiers. Et moi, par nature, les tiers, j'ai pas confiance. J'ai confiance en gros à ce que je fais. C'est-à-dire, moi, j'en tue pas les gens, je suis quelqu'un de sérieux, enfin, tu me connais. Donc, je voulais garder la main sur le fait que si je mets mon pognon quelque part, je veux être capable de donner aux gens le meilleur que je peux donner avec mon pognon. C'est-à-dire, du coup, la promotion immobilière, bah, moi, quand je vois en Thaïlande le trou qu'il y a dans un marché, c'est-à-dire les constructeurs là-bas, c'est compliqué, c'est pas des gens de confiance, les mecs, ils font tout pour la thune. Quand toi, t'es un gars qui a fait des millions et que t'as pas un sujet et que tu traites, je fais beaucoup de choses, je vais revenir dessus, mais où je traite des millions en transactions, etc., de manière mensuelle, bah, du coup, le sujet, c'est pas l'argent. Quand tu fais un truc comme ça. Là où beaucoup font ça pour l'argent. Moi, j'ai déjà ma thune, tout va bien, j'ai des projets. Moi, je fais ça pour le projet parce que j'ai une idée long terme, valoriser la boîte, rencontrer des partenaires un peu plus ancrés dans le réel plutôt que dans le web. J'ai tout un projet qui est en dehors de la promotion immobilière, où la promotion immobilière, c'est un projet qui va m'aider à pénétrer ça. Donc, j'ai intérêt à bien le faire. J'ai intérêt à pas faire chier les gens. J'ai intérêt à pas les entuber. J'ai intérêt à faire de la qualité parce que je joue ma réputation là-dessus. Et donc, sur un projet comme la promo immobilière, ce qui est intéressant, c'est que là où je vais, je le fais parce que j'ai toujours une idée derrière. Ouais. Et en fait, tous mes projets, je les construis comme ça. Alors que si je fais de l'investissement dans une maison, il n'y a pas de projet derrière. Ah, je vais louer. Ça m'intéresse pas. Et en fait, je suis mauvais investisseur parce que ça ne m'intéresse pas. Juste acheter une maison pour louer. Et alors? J'ai pas besoin de ça pour faire de l'argent. Qu'est-ce qui t'anime alors? Justement sur le... Si c'est pas... Alors, j'entends que tu vises pas sur le court terme. Oui. Et que là, tu recréer un écosystème pour long terme, etc. et tout s'imbrique. Si c'est pas une question d'argent qui drive dans les entrepreneurs, qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi ton drive? Alors pendant un temps, ça a été l'argent qui m'a fait développer à fond mes business, c'est-à-dire vraiment avoir développé des expertises, des machins, toujours faire plus. Mais il y a un moment où faire plus c'est bien. Quand t'as assez d'argent, tu te dis pourquoi aller faire plus quoi? À part monter dans les sphères de pouvoir, pourquoi aller faire plus? Parce que c'est ce que vivent quand même pas mal de personnes, tu vois, le gars typique qui vise le fameux million d'euros. Oui, mais là oui, là je suis d'accord. Et après il arrive et puis il se dit bon mais en fait ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais, mais en fait il y a un piège. Les gens qui visent le million, il y a un piège qui est bâtard. C'est quand ils arrivent à 1 million, ils se disent en fait on fait pas grand chose avec 1 million. Et là je veux préciser quelque chose. 1 million, tu places en bourse, tu fais 50K par an. Tu fais 5%. Déjà tu fous pas 1 million quand t'as 1 million, parce que t'es pas fou. D'accord? Donc tu vas placer quoi? Tu vas acheter ta maison, ça c'est bien. Et tu vas placer de l'argent. On coupe en deux. Tu fais 500K. Tu vas faire 5% sur 500K. Ça fait quoi? C'est 25 000? Ça fait 2000 balles par mois. T'as pas assez. Donc 1 million c'est bien. T'as acheté ta maison. Tu peux te croire en sécurité, mais tu l'es jamais. Parce que t'as besoin de travaux, t'as besoin de machin. Est-ce que l'argent que t'as travaille pour toi? Non. T'es pas rentier. T'as 1 million. Le seul truc que ça peut t'aider à faire, c'est aller plus vite dans des projets. L'argent achète le temps. L'argent n'achète pas la retraite, l'argent n'achète pas les choses. Sinon, les mecs qui auraient 100 millions, bah, ils continueraient pas à faire des projets, en fait. Donc, qu'est-ce qui les anime? C'est pas l'argent. À partir de 10 millions, à peu près, t'as deux chemins qui se créent. C'est, soit t'as un mec qui va consacrer sa vie, donc il va dire tant pis pour la famille, tant pis pour machin et tout, et pour aller faire plus, en général, c'est pour du pouvoir, aller dans des sphères, etc. Et t'as l'autre type de personne qui va se dire, ok, quel est le next level? Pourquoi je le fais? Et ça peut, en fait, dans les deux cas, c'est jamais une motivation d'argent. Ça va être une motivation qui va être tout autre. Moi, j'ai choisi une motivation qui est celle du j'aime les gens, j'aime rencontrer les gens. Les gens me cassent les couilles, mais j'aime les gens. J'explique. J'ai eu trop de salariés pour me rendre compte que j'étais pas fait pour ça. Les gens me saoulent parce que voilà. D'ailleurs, moi, les débutants dans le web m'énervent un peu. Je prends jamais des gens qui font moins de 250K par an parce que
C'est toujours les mêmes peurs, les mêmes questions, les mêmes problèmes de mindset. On peut en parler après si tu veux. C'est toujours les mêmes blocages. Ils voient des trucs dans le détail. Ah, mais je change ma page de vente. Ah, mais je change mon tunnel. Alors que le problème, c'est la stratégie. Je veux dire, si tu changes ta page de vente, tu vas faire 12% en plus. La question, c'est comment tu fais x15. C'est pas comment tu fais plus 10%. Et les gens se trompent de questions. Et en général, les gens ne savent pas se poser les bonnes questions. Donc en fait, quand tu arrives à un certain moment, le seul sujet qui compte, et en tout cas pour moi, et ça c'est mon avis, c'est ma vérité, les rencontres. Moi j'adore créer des projets, je suis un créatif de base. Je fais de la musique, je suis autodidacte sur la musique. J'ai eu des compétences de développement parce que ça m'a intéressé. J'ai appris sur le site du zéro, pour les plus vieux qui connaîtront le site du zéro. J'ai appris à développer en C++, en Java, etc. Tu vois, alors ok, tu voulais être développeur? Non. T'as un gros côté geek? J'ai un gros côté envie d'apprendre, peu importe le sujet. J'adore la crypto. Pourquoi j'ai foncé dedans? Parce que je comprenais que dalle. Donc je vais aller faire des millions dedans. Ouais, mais c'est ça qui est dingue, parce que effectivement t'es arrivé en crypto, bon, tu connaissais pas grand chose comme tout le monde, ouais. Et pourtant quelques mois après, tu faisais des vidéos où t'achetais des excavateurs à 80 000 $ sur Farmers World, ouais. Et t'as réussi à... Que j'ai perdu d'ailleurs. Je me suis fait empaler. T'as réussi à te placer pour faire des projets crypto. L'argent achète le temps. Je t'explique. Le fait d'acheter des excavateurs, etc., de te mettre en pognon dedans, ça te permet de créer des chemins neuronaux qui font que tu apprends des choses. Parce que tu t'engages réellement dedans. Je suis pas là à dire, oula, je vais mettre que 500 balles parce que tu comprends. Là, j'y vais à fond. Du coup, je me plante. Très bien, j'apprends des choses. Et vu que je fais ça sur plusieurs marchés, après, je peux créer des synergies. Ce que j'appelle le 1 + 1 = 3. C'est-à-dire, je prends un truc d'un côté, un truc d'un autre, et ça me donne une nouvelle valeur ajoutée que les gens auraient pas pu voir, apprendre, comprendre, parce que moi, j'ai pu y aller. Tu vois? Et donc ça me donne une valeur ajoutée sur le marché qui fait que on va s'arracher des conseils, on va me payer cher pour avoir des idées, pour driver des choses, parce que j'ai drivé quand même des équipes. Moi en crypto, on m'achetait surtout du réseau, du conseil marketing et des conseils de bon sens. Un peu comment gérer les équipes, comment bien gérer la gestion du temps, etc. C'est des sujets hyper importants en crypto, parce que t'es dans un mood où tu peux ne pas dormir pendant des nuits, tu vois. Et justement, faut dormir. Donc pour dormir, faut déléguer. Donc il y a plein de compétences à avoir. C'est pour ça que ceux qui se lancent sans avoir été entrepreneur dans la crypto, ça finit toujours mal. Parce qu'il faut avoir des compétences entrepreneuriales. Et on me payait pour ça. Donc en fait, si tu veux, on me payait pour avoir des idées. Comment tu fais pour avoir des idées? Tu dois t'intéresser à des marchés. D'accord? Moi j'y allais, je mettais de l'argent pour m'intéresser. Sinon je m'intéresse pas. Si je mets pas de l'argent, je vais lire le truc comme ça, je vais dire ah ok. Par contre, si je le mets, je vais m'intéresser un peu plus. Donc pour moi, j'ai investi. C'était un investissement. Et j'ai perdu de l'argent en investissant, mais j'ai gagné beaucoup plus parce qu'en apprenant les choses sur ces sujets-là, j'ai pu créer des conseils marketing avec ça. Ouais, et c'est comme ça que je fonctionne. C'est clair ce que je dis? Oui. Non mais pour moi ça fait sens. Justement, tiens, juste une question là, parce que tu dis que tu proposes aussi de l'accompagnement, etc. Est-ce que toi-même tu te fais accompagner? Non, je l'ai fait pendant longtemps. Est-ce qu'il faudrait que je me fasse accompagner? Oui, mais j'ai personne qui peut répondre à mes problématiques actuelles. En tout cas, personne que ce que je connais. Il y a des gens probablement, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui pourraient correspondre à mes besoins, mais je les connais pas parce que j'ai des besoins qui sont très spécifiques. C'est forcément des gars qui doivent avoir fait 100 millions. Des gars qui sont passés par des phases et tout. Et le problème, c'est que les mecs qui font 100 millions aujourd'hui, ils ont pas de vie de famille. Et moi, je fais en sorte d'avoir une vie de famille. Donc c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui correspond à chaque point des problématiques que tu veux résoudre. J'ai pas besoin de gens, j'ai peut-être besoin de personnes pour de l'investissement, mais je m'en fous. J'ai peut-être besoin de personnes pour mieux gérer mon temps aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est des phases. Dans un an, je travaillerai plus, je travaillerai moins, et puis après je travaillerai plus, je travaillerai moins. Et à aucun moment tu sens le besoin de tiens là ça bloque un peu, je vais me faire accompagner comme c'est le cas pour presque tout le monde. Alors on me paye pour débloquer ces points-là. Donc moi, si tu veux, j'ai pas des points de blocage là-dessus. J'ai plus des points de blocage dans ma vie perso. Par exemple, comment concilier tes gamins, comment par exemple tu peux éduquer tes gamins alors que t'es entrepreneur, que tu voyages, leur donner les bons... Tu vois, j'ai plus des problématiques personnelles en mode des peurs personnelles que professionnelles. Professionnel, je faisais la crypto il y a 1 an et demi, dans 2 ans peut-être je referai, peut-être pas, peut-être que je ferai de l'IA, peut-être que tu vois, je me pose pas la question. Peut-être je ferai consultant en environnement. On a parlé récemment. Non mais et tu vois la logique. Ouais. Tu vois, il y a 6 mois, l'environnement, et alors, enfin tu vois, je veux dire, ok, aujourd'hui j'ai des opportunités qui font que pourquoi pas. Donc je vais m'intéresser à l'environnement, je vais probablement acheter des trucs pour comprendre, des produits environnementaux, des machins, des trucs. Tu vois, c'est pas un truc il y a 6 mois, je me disais je vais faire de l'environnement. Donc quand tu dis que tu vas t'intéresser, c'est que tu vas poncer le sujet à bloc. Ouais, si je décide d'aller dans ce truc-là, c'est pas décidé encore, je vais y aller. Ouais. Et puis il y a une synergie. Par contre, maintenant la différence c'est que je crée des synergies. Ok, si je me mets dans l'environnement, il faut que j'applique les méthodes dans ma promotion immobilière. Ok, si j'étais mon propre consultant environnemental dans la promotion immobilière, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais consultant environnemental dans les projets crypto, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais consultant environnemental dans mes business emailing, qu'est-ce que je ferais? Et donc tu vois, c'est la synergie de tout ça. Donc si jamais je pars là-dedans, c'est pas juste pour être consultant environnemental, c'est pour avoir des flèches, apprendre des leviers qui peuvent être appliqués dans mon écosystème d'entreprise. Et c'est pour ça que maintenant je choisis
je suis beaucoup plus sélectif sur les projets que je fais. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que je fais beaucoup de choses et que je vais dans tous les sens, mais c'est hyper réfléchi. Exemple, crypto, je vais dans des projets, je rencontre des mecs qui ont du pognon. Les mecs qui ont du pognon, ils doivent sortir leur pognon. Une fois qu'ils ont sorti leur pognon, ils savent pas quoi en foutre, je propose des investissements. Quand je propose des investissements, ben, je fais de la promotion immobilière. En fait, tu crées ton propre écosystème avec, non pas en rachetant par exemple des marques ou des entreprises, mais en les créant toi, quoi. En créant du réseau et de la confiance. J'y vas. Voilà. Et là, je vais te dire ma vraie compétence qui fait la différence avec tout le monde, c'est l'honnêteté, la franchise et le fait de pas entuber les gens. C'est-à-dire que moi je paye mes dettes, quand les gens me confient X millions, je leur rends, je vole pas les gens, j'ai le droit à l'erreur, je peux me planter, je fais pas de gestion d'actifs, hein. Je gère pas l'argent des gens. On me demande des conseils, moi la confiance, je pars du principe que ça s'accorde qu'une fois. Donc j'ai pas le droit de trahir les gens, j'ai pas le droit de me planter sur la confiance. C'est un sujet qui revient pas mal chez toi, ça. Ouais. Quand on t'écoute, ouais. cette question de confiance. Ouais. Vital. Vital. Tu t'es fait planter? Dans ma vie? Ouais. Ah oui, je me suis déjà fait baiser plus d'une fois, ouais. Et je me ferai encore baiser, y a pas de problème. Tu sais, c'est statistique. Aujourd'hui, j'ai 15, j'ai arrondi à 15, j'ai 14, mais j'ai 15 associés. C'est la loi des 20-80. J'en ai 2 qui vont me la foutre à l'envers. Aujourd'hui, je peux pas te dire lesquels, mais c'est sûr. Aujourd'hui, je pense pas. Mais dans le fond, je sais que oui. Et je sais que ça arrivera. Je peux pas mettre une bille sur qui, sinon... En fait, c'est ça qui est très paradoxal, c'est je sais très bien que ça se passera, mais je peux pas te dire aujourd'hui qui, parce que si je me dis qui, bah ça a pas de sens. Ah oui, ça a pas de sens de s'associer et de continuer. Et tu t'associes plus. Ouais, donc dans le doute, tu fais confiance par défaut. Ouais, et puis en fait, le sujet, c'est de te protéger toi, pas des autres, mais de te protéger de la bienveillance. C'est-à-dire, tu gardes la main sur la bienveillance, et tu ne laisses pas la capacité aux gens de te dicter ta bienveillance. C'est assez, je pense que tu comprends, mais si tu laisses du pouvoir dans les mains des associés qui te dictent les choix que tu devrais faire, je vais te donner un exemple. Tu préfères la vanille ou le chocolat? Chocolat. Voilà. 99% des gens répondent parmi les deux choix, sauf que personne répond la fraise, la pistache ou les choses comme ça. Et c'est ça le sujet. Ouais, c'est une question fermée que tu poses. C'est une question fermée. Donc moi je ne veux pas que mes associés me posent cette question. Je veux laisser ouvert tous les parfums. Si je donne le pouvoir du choix du parfum à un associé, il me dira tu préfères la fraise ou la pistache. Non. C'est une façon de mettre en place des garde-fous. Ouais, exactement. Contre soi-même. C'est un excès de confiance en soi, parce que moi je sais que j'en tue pas les gens, j'ai eu assez d'expérience, ça fait 15 ans que je fais des entreprises, j'ai eu assez d'expérience pour savoir que j'en tue pas les gens. J'ai eu l'occasion d'avoir plus d'argent que ce que j'aurais jamais imaginé, des gens que j'aurais pu voler, etc. Je l'ai jamais fait. Donc c'est pas des associés que je vais voler, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Donc en gros, c'est ce que tu dis, c'est que tu fais en sorte d'annihiler quelque part tout mauvais geste, même si tu peux pas contrôler l'autre à 100%, c'est une illusion. Exactement. Parce que tu préfères garder la main de toi en sachant que toi, de toute façon, tu te fais suffisamment confiance pour savoir que tu vas être réglo, c'est ça? Exactement. Moi je vrille pas, quoi. C'est compliqué de dire, tu vois, moi j'ai des associés aujourd'hui, c'est compliqué de dire est-ce qu'ils vont vriller? Je sais pas, tu leur fous 20 millions sur la table. Ah ouais, ça tu peux pas savoir. Moi je sais que je vrille pas. Ok, donc c'est quoi le sujet? C'est une confiance envers l'associé ou c'est satisfaire ton client? Ouais, je comprends. Voilà. Donc moi je fais attention, il faut que mon associé soit content et que mes clients soient contents. Donc voilà, c'est une façon aussi de montrer aux associés qu'ils peuvent me faire confiance. Et finalement, c'est encore un truc différent, c'est du coup les associés, avec ce raisonnement et cette façon de faire que j'ai, ils auront peut-être peur de me la mettre à l'envers aussi. Ouais, je comprends. En fait, c'est un équilibre fragile de beaucoup de choses. Il n'y a pas un truc, ça n'existe pas. C'est un équilibre fragile de beaucoup de choses qui font que bon an mal an ça va, quoi. Tu sais, c'est comme tu joues l'équilibriste. Un entrepreneur, c'est être équilibriste. Ah, je reviens. Ah, des fois t'es bien au centre, des fois tu donnes à fond, tu forces sur ta cuisse pour revenir. Et constamment, tu joues l'équilibriste et t'avances sur le fil. Maintenant, si quelqu'un doit te rattraper en bas, tu mets qui? Voilà. Bah tombe pas. Voilà, tu vois, c'est un peu l'idée. Voilà, mais quand même des gens. Voilà, donc oui, moi j'essaie de satisfaire un maximum de gens, mes associés, etc. Je prends toujours en compte mes associés, leurs problématiques, leurs besoins, et je les résous. Je suis quelqu'un de créatif, donc je vais trouver des synergies et des solutions qui m'aident aussi avec des associés. Exemple, demain je fais rentrer un client. Le client, je peux lui proposer de l'investissement, du mailing, je peux lui proposer de la promotion immobilière, je peux lui proposer de l'incorporation de société, de la fiscalité avec mes partenaires fiscaux. Je peux tout proposer. Tout. Je peux lui proposer du marketing s'il veut, je peux lui proposer de faire des tunnels de vente, je peux développer son Twitter, son Facebook, je peux lui faire de l'ADS, je peux faire énormément de choses. Et c'est ça pour moi le vrai sujet. C'est ok, il y a un client, aujourd'hui mon problème c'est pas d'avoir des clients, c'est de savoir quoi proposer au client. Donc aujourd'hui le vrai enjeu c'est de bien définir le besoin du client quand il arrive chez moi. Et en fait je ne cherche pas de client. Parce qu'en vérité dès que quelqu'un me parle je peux proposer n'importe quoi. Ouais. Et ça me plaît.
Sans pour autant passer pour un vendeur de tapis. Ah non, jamais. Ah non, mais je suis pas un vendeur de tapis. Pas en mode, attends, qu'est-ce que j'ai en stock? Oui, tu veux ça? Allez, je te fais moins 50. Tu vois, non. Et puis surtout, je surfacture pas les gens. Je respecte les gens. Il y en a, ils me disent des fois que je pourrais prendre plus. Mais non. Ligne éthique. C'est-à-dire, ok, tu peux prendre plus, oui. Mais demain, potentiellement, je perds 10 nouveaux clients que le mec va me donner parce qu'il a été content du service. Toujours une vision long terme. Toujours. Long terme et vertueuse. Ouais, exactement. Et qui compound entre elles. Enfin, qui fait un intérêt composé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après 15 ans, je peux dire, bah ouais, je peux faire de la promotion immobilière. Il y a 10 ans, j'aurais pas pu, clairement. Voilà, tu peux pas. Il faut une logique. Enfin, t'as de l'expérience, un réseau. Ça, au début, tu peux pas. Voilà. Après, souvent, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu recommencerais de zéro, et je l'ai déjà fait. Ouais. Donc, parce qu'au final, bah, tous les projets, je refais de zéro. En fait, le vrai sujet qui fait que ça tient sur tous les nouveaux sujets, c'est le réseau. Aujourd'hui, je suis prêt à mettre des billes colossales pour développer des réseaux. Je vais te donner un exemple que j'avais dit dans un sommet d'investisseurs, je sais plus quoi. Tout le monde me disait comment t'investis ton argent. Tout le monde disait ouais, moi je mets de la crypto, moi je fais de la bourse, moi je fais machin. Moi j'ai dit, moi je fais de la R&D de partenaire. Les gens ils comprenaient pas. C'est-à-dire quand je lance un architecte et que je paye 10 architectes 10 000 balles pour rien, je mets 100K sur la table. Bon, j'exagère un peu quand même, c'est pas 100K mais voilà. J'investis dans des partenaires. L'architecte que je choisis, je sais pourquoi je choisis. Il m'a coûté 70K à avoir, enfin 100K. Ouais. Et du coup, ce partenaire-là, c'est un partenaire que je gagne à vie. Résultat des courses, demain, j'ai un architecte dans ma besace. C'est le meilleur investissement que je peux faire. Ouais, c'est smart. C'est malin, ouais. Plutôt que de prendre, d'en mettre 2 ou 3 juste avec des devis et après choisir un peu au pif ou par défaut. Mais même plutôt que d'acheter des actions. Parce que demain, je vais développer un service. Tu vois, demain, regarde, je fais de la promotion immobilière, je choisis mon architecte. Bah, demain, j'ai des gens, quand ils vont voir la maison et tout, ils vont me demander c'est qui ton architecte. Je gagne un partenaire de confiance, je lui apporte des clients. Je vais pouvoir l'aider à se développer, je vais pouvoir, tu vois, il y a, la R&D, elle est dans les partenaires. J'ai des avocats, j'ai payé, mais là, franchement, je dois être à 100K en avocat, sincèrement. Les architectes, je dois être à 60-70K, mais les avocats, je dois être à 100K pour trouver finalement, que tu connais, 2 gros partenaires en qui je peux faire confiance. Et ça vaut quoi? Ben, ça vaut que demain, toi, je peux t'apporter le client, je peux t'apporter le contact, tu vas être satisfait, ça va bien se passer. Ouais. Et satisfaction client au bout, quoi, toujours. Et surtout, moi, je gagne en crédibilité. C'est-à-dire, du coup, tu me fais confiance, du coup, tu peux me demander des choses, et à un moment donné... Et c'est vrai que c'est confort de savoir que quand t'as un copain ou un client ou une connaissance qui a besoin, tu peux lui envoyer un contact, les yeux fermés en disant, tiens, ça, c'est bon. Exactement. Parce que c'est approuvé, quoi. Et d'ailleurs, regarde, toi-même, tu me demandes des fois des contacts. Dès que t'as une question ou quoi, tu me demandes. Ouais. Ah oui, donc ça crée, et t'es content, t'es satisfait, ça crée une autorité, une notoriété, une confiance, etc. Ouais, etc. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Ouais. Et donc ça, c'est la meilleure R&D plutôt que d'acheter des actions Apple. Bah moi, je fais plus d'argent sans Apple ou OVH. J'ai quand même des actions OVH. mais oui, voilà. Tiens, ça m'amène cette question. Tu as utilisé ce terme tout à l'heure. Tu l'utilises souvent. Cette notion de bon sens. Ouais. C'est vrai que le marketing, ça reste quand même beaucoup du bon sens. Qu'est-ce que justement, alors on va pas aller chercher des mecs qui font 1 million, mais des mecs qui sont à 50, 100K, voilà, avec peut-être un produit, un service. Ça serait quoi le bon sens à avoir pour eux? 100K annuel? Ouais, pour se développer, pour continuer à kiffer aussi, mais pour continuer à grandir et... ça serait quoi le focus pour toi? Alors il y a 2 profils à 100K. T'as le mec qui fait 100K parce qu'il investit, et t'as le mec qui fait 100K parce qu'il veut pas dépenser. En gros, est-ce qu'on parle de CA ou de marge? On va parler de CA. Ok. CA, un mec qui se développe, qui fait donc 10K par mois à peu près. Pourquoi est-ce qu'il fait pas 50K par mois? Soit il gère mal son temps, c'est-à-dire qu'il prend des petits clients, des machins qui lui passent beaucoup de temps, il passe beaucoup de temps sur de la merde, des trucs, des machins. Donc à un moment donné, il essaie de se retrouver avec à faire un peu de pub, mais il n'arrive pas à le gérer parce qu'il est dépassé. Donc c'est souvent un problème de processisation qu'il a du mal à remettre en cause parce que déjà il a le nez dans le guidon et il se voit pas faire différemment. Et ce qui manque souvent avec des gens, c'est la créativité, c'est penser en dehors de la boîte. Ils sont dans un périmètre et ils gardent et ils cognent dans les bords du périmètre. Alors qu'en fait, parce qu'eux estiment que la boîte, elle fait ce périmètre-là. Mais la boîte, elle est extensible. Parce que ce qui crée l'extensibilité, l'extension, c'est le cerveau, c'est l'imagination. Donc en fait, les gens ont toujours du mal à faire un pas en arrière pour en faire 2 en avant. En gros, un mec qui fait 10K, il aura du mal à faire 7K pour aller en faire 20. Parce que il a conditionné son esprit là-dessus. Ensuite, ce qui va lui manquer, c'est ce mec-là va être focus sur des détails. Ce que je disais tout à l'heure, une séquence email, je rentre dans le web, je reste dans le web. Une séquence email, un tunnel à améliorer, etc. Alors que le sujet, c'est ce que je te dis, c'est il faut être présent à d'autres endroits, aller chercher les clients sur d'autres marchés, et c'est pas une question d'aller améliorer son taux de conversion. Ça, c'est une hérésie. C'est vrai quand tu fais de la masse. Enfin, je fais de l'emailing, si mon kit email il clique à 10 ou 15%, moi, ça a un impact direct dans mon CA. Quand tu fais 10 000 balles, non.
Très peu. Tu peux le compenser en trouvant un nouveau client. Ouais. Tu peux pas être dans l'optimisation. Donc en gros, les mecs qui sont bloqués à 10K par mois, c'est des mecs qui se posent pas les bonnes questions. Pour te le résumer simplement. Et en gros, les mecs qui sont à 10K par mois, ils ont besoin de voir d'autres choses. Le problème, c'est qui leur apporte ces autres choses. Parce qu'ils sont dans un cercle, ils ont le nez dans le guidon. Aujourd'hui, ils regardent sur YouTube, et ils essaient de développer leur mindset. Mais concrètement, à appliquer pour eux, ils se remettent pas en question. Enfin, ils se remettent en question, mais ils remettent pas en question leur process et leur façon de faire. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être pas dans la globalité de... Pas là où il faut. Ils se posent pas les bonnes questions. Vraiment, le résumé, c'est qu'ils se posent pas les bonnes questions. Après, quand tu arrives à 50K par mois, forcément, tu délègues quelque chose. Là, c'est encore d'autres choses. C'est qu'après, c'est un problème de délégation, etc. Il y a vraiment des stades, des étapes. Et en fait, à 10K, le problème, c'est que c'est 70% de blocage intellectuel. En gros, moi, je le quantifie comme ça. T'as 70% de blocage intellectuel. Quand je faisais, parce que maintenant, j'en prends pas très peu vraiment des gens parce que j'apprécie ce qu'ils font. Mais c'est 70% de blocage intellectuel. Tu mets 2-3 mois à les débloquer. C'est long. Parce qu'en fait, il faut casser des croyances, quoi. Bah, c'est comme Matrix. En fait, c'est comme Neo dans Matrix. Le plus dur, c'est de lui faire réaliser que, bah, voilà. Après, tout se décoince. Bah, ça marche comme ça. Donc, c'est trouver le déclic pour lui. Ensuite, c'est, je dirais, 15% de production. Donc pour le coup, ok, faire un tunnel, faire un machin, donc c'est rien du tout, tu vois. Et ensuite, on va dire que ça se divise en deux, c'est 7 et 7 à peu près. C'est mieux gérer son temps et mieux gérer ses approches, ses stratégies. En gros, tout ça, c'est du mindset et de la strat. Et donc la strat vient du mindset. Ouais, bien sûr. Donc 70% de mindset. Ouais. Passer à un certain niveau, c'est plus un problème de mindset, enfin un peu, mais pas la même chose. C'est plus une... Qu'est-ce que tu as bâti pour créer des écosystèmes? Qu'est-ce que tu as bâti pour pouvoir proposer des multiservices? Comment tu as bâti tes gammes de produits? Quelle est la stratégie que tu mets en place pour créer ton réseau de partenaires? Après, c'est d'autres sujets. Et que tu peux pas avoir à 10K, pardon, parce que t'es pas focus là-dedans. Tu disais là, c'est une question de créativité. Dans quel sens? Dans le sens, par exemple, là, de ce que je comprends, c'est que voilà, le gars, il peut commencer un peu avec, voilà, peut-être qu'il s'est formé parce qu'il a eu un intérêt, etc. Et donc peut-être qu'aussi par défaut, il va rester dans cette sphère, dans cette façon de fonctionner, Ouais. Dans cette façon de vendre aussi. Dans cette boîte. C'est une question de créativité, c'est-à-dire quoi? Que peut-être que si à compétence, expertise et travail égal, s'il le met sur un autre marché, par exemple, Non. ou sur un autre, qu'est-ce Non, que tu non, c'est entends pas ça. par D'accord. créativité? Ah oui, je comprenais pas la question, j'ai compris. Créativité, c'est être capable, avec le bagage que t'as, Dans la besace? dans la besace, ouais, des flèches dans le, Dans l'arc? ouais, non, dans le Dans le... fourreau, je sais pas, enfin, bon, bref. Je sais plus. Bref, selon le nombre de flèches que t'as, tu vas pas faire les mêmes choses. Prends un jeu vidéo. Un jeu vidéo, quand il te reste 2 balles, Tu les sauves. tu les sauves. Tu fais gaffe. Tu fais gaffe. Quand t'as 15 balles et 4 flingues, tu peux alterner. Donc l'approche que tu vas avoir envers l'obstacle du jeu vidéo, il va être différent selon les munitions que t'as. Vrai ou pas? Donc c'est la même chose. Donc le sujet, c'est comment tu as de plus en plus de flèches. Pour moi, ce qu'il faut, la créativité, c'est apprendre de nouvelles choses constamment, qui te donnent des idées. En gros, c'est le 1 plus 1 égale 3. Je peux pas dire mieux que ça, quoi. Comment tu sors de la boîte si tu sais pas qu'il y a d'autres boîtes qui existent? Ok, donc comment est-ce que tu sais qu'il y a d'autres boîtes qui existent? Si t'es seul dans ton coin comme ça devant, tu peux pas le savoir. Faut aller chercher de nouvelles informations, apprendre de nouvelles choses, pour te dire que, ah tiens, cet nouveau truc, peut-être je peux l'appliquer là comme ça va créer un nouveau truc. En fait, Ouais. les gens sous-estiment souvent l'intérêt composé des actions de réflexion que tu peux avoir avec les nouvelles choses qui rentrent dans ta vie. Ouais, mais j'en parlais justement avec un copain ce matin qui lui est créateur de contenu et justement il me disait que voilà, on était plus ou moins d'accord sur le fait que bon, t'as ton expertise, etc. et que tu veux creuser. Et lui, il était un peu sur cette idée aussi de comme la polonisation, tu vois, d'aller chercher d'autres sujets, Ouais. d'autres sujets mais qui ont rien à voir. Lui, il parlait Ouais. de salsa, il parlait Par exemple, de... ouais. Et ensuite de voir le lien aussi que tu peux faire par rapport C'est ça. à ta création de contenu et aussi voir les autres façons de fonctionner. Ouais. Ah, toi, tu as une routine de comment tu te nourris alors? C'est du contenu que tu consommes? C'est quoi? C'est de la lecture qui a rien à voir? Tu la nourris comment ta créativité? Alors, toute ma vie, j'ai jamais regardé ce que faisaient les autres. Tu vois, aller regarder comment fonctionnent les autres sur le cours de salsa, non. Par contre, je le fais d'une autre façon. Tu danses la salsa? Non. Tu m'apprends? Non, plutôt que de regarder des vidéos YouTube ou quoi, je vais rencontrer des gens qui arpentent un sujet pour comprendre leurs obstacles. Et leurs obstacles, peut-être que moi j'ai des clés. Et ce qui va m'intéresser, c'est pas les clés, c'est pas les sujets, c'est comment est-ce qu'ils sont arrivés à tomber sur cet obstacle, pourquoi ils n'arrivent pas à le franchir, et ça m'instruit. Parce que c'est peut-être des obstacles que j'ai pas rencontrés, donc ça me fait gagner en réflexion sur des sujets qui peut-être arriveront plus tard. Ou à l'inverse, ça me donne des alternatives de solutions que j'aurais pas pensé parce que leur obstacle, étant donné que je l'ai pas rencontré, j'aurais trouvé une solution qui est différente que celle que j'ai moi pour d'autres obstacles. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me nourris beaucoup comme ça. Donc moi c'est surtout la rencontre et les discussions.
avec des partenaires. En fait, encore une fois, je fais travailler mon propre écosystème. Mes partenaires ont des problèmes, donc ils m'en communiquent. Des fois, ils me demandent des choses. Je t'ai envoyé un screenshot sur le truc d'environnement. Tu l'as vu, screenshot. Ouais. J'ai un partenaire qui va me donner d'autres idées sur le sujet. On va discuter, on va machin. Tu vois, ça, je vais m'instruire comme ça. Et je demande. Et en fait, un truc que j'ai compris, donc ça fait 15 ans, ça fait 6-7 ans, on va dire, que j'ai compris ça. Demande, en fait. Demande. Va pas Tu demandes à YouTube. Pourquoi tu demandes pas à ton voisin? Ouais. Tu demandes à YouTube, un mec qui va te faire une vidéo faite pour du référencement, avec du watch time et tout. Enfin, en fait, c'est de la manipulation algorithmique. Demande à ton voisin. Ah, ok, alors ton voisin, peut-être que machin. Ok. Peut-être que c'est un papy. Même le papy a des choses à te faire apprendre. Ça, à l'université, j'ai un prof qui m'avait dit, cette année, vous faites un coup de cœur, un coup de gueule et un apprentissage. Tout le monde redoutait l'apprentissage. Parce que personne savait ce qu'il fallait faire et tout. Et tout le monde disait, ouais, l'apprentissage, c'est compliqué, qu'est-ce que je vais faire apprendre aux autres, moi je connais rien, machin, etc. Et il avait dit cette phrase assez incroyable, il avait dit, on a tous à apprendre de quelqu'un, trouve ta valeur. Et ben à la fin de l'année, tout le monde avait un sujet d'apprentissage différent. Et du coup, ce qui est très intéressant là-dedans, ce que moi j'ai appris en fond, c'est, putain, il y a des gars, ils savaient faire des trucs incroyables que t'aurais jamais pensé faire. Il y en avait un, il était champion de France de taekwondo. On va toujours apprendre de quelqu'un. Toujours apprendre a priori. Mais si tu poses pas la question, tu passes à côté peut-être d'une mine d'or d'informations, une mine d'or de réflexion, une mine d'or de ce que tu veux. Moi, le FOMO, je l'ai pas sur de l'IA ou un nouveau sujet tendance. Je l'ai sur le fait que si je croise quelqu'un, est-ce que j'ai posé les bonnes questions pour apprendre? Et finalement, c'est la même chose que ce que je te dis. Un mec qui fait 10K par mois, est-ce qu'il se pose les bonnes questions? C'est que ça. En promotion immobilière, si je réussis, c'est parce que je me suis posé les bonnes questions. Si je réussis pas, c'est que je me suis pas posé les bonnes questions. Question de merde, réponse de merde. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Maintenant, quelles questions faut se poser? Expérience, expertise, chercher un peu comment ça se passe, demander aux partenaires, demander aux gens, est-ce que là je fais bon, est-ce que là ça va pas, est-ce que machin et tout ça, tu vois. Mais moi après, en tant qu'entrepreneur, ça reste un projet, donc je sais gérer des projets, donc si tu veux, pour moi c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on vende des aspi ou des projets IMO, c'est pareil. T'as du marketing, t'as la conception d'un produit, t'as la livraison d'un produit, t'as des phases de production, t'as de conception. Y a rien de compliqué, quoi. Ça veut dire quelque part que il y a des vrais, ce qu'on appelle des soft skills pour être un meilleur entrepreneur, d'après toi. Des soft skills, c'est-à-dire tu vois, le fait d'être créatif, de calculer vite, de comprendre, de connecter. Ça, c'est là où je pense que tu es vraiment très bon, où ça va vite, plutôt que de pousser. Alors bien sûr, tu t'es formé en copywriting, etc., en Facebook, et tu es excellent, blablabla. Mais au-delà de ça, quelque part, quoi que tu touches, quelque part, c'est à peu près certain que tu vas réussir. Ça ne veut pas dire que tu vas pas te planter, mais en persistant. Tu vois, là, en fait, j'essaie de voir la trame de fond qui fait que tu peux bouger d'un projet à un autre. Et, Alors, là, je vais te répondre un peu complexe, mais simple. Déjà, ça commence bien. J'ai coulé 3 boîtes cette année en France. Volontairement, en liquidation judiciaire. Enfin, volontairement. Disons que ça marchait plus. Liquidation, ça marchait plus. Le sujet, c'est pas t'as échoué. Non, c'est pourquoi ça marchait plus. Parce que j'avais plus le focus dessus. Mon associé non plus. Voilà. Donc, ok. Pourquoi j'avais plus le focus dessus? Et donc, ça veut dire que mon temps, je l'attribuais plus à ça. Donc, je l'attribuais à autre chose. Autre chose que je trouvais plus pertinent. Et en effet, c'est le cas. En fait, c'est un arbre. Si tu coupes pas des branches et que t'élaques pas, il y a un moment donné, tu vas couper des branches, en fait. Tu vois, en fait, ça te revient dans la gueule. Tu vois, quoi qu'il arrive. Plus tôt tu le fais, mieux c'est, plus ça pousse droit. Enfin, je suis pas jardinier, mais tu vois l'idée, quoi. Voilà, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et donc, en fait, les skills, j'ai des projets qui ont échoué, mais ils ont pas échoué parce que j'ai fait de la merde. Ils ont échoué soit parce que j'avais pas assez de motivation, soit parce que j'avais mal choisi le sujet. Et si j'ai mal choisi le sujet et que j'échoue, c'est forcément que j'ai réussi un autre projet parce que j'ai pas mis mon focus dessus. Est-ce que n'importe qui peut réussir n'importe quoi? Oui. J'ai fait des festivals. Je sais pas si je t'avais montré. Je fais des festivals. On était en finale d'un festival. Je faisais de la musique folk, etc. Les gens appréciaient. Est-ce que je suis chanteur? Non. Est-ce que je suis guitariste? Non. Pourtant, je sais faire de la guitare et je sais chanter. Ce que je veux dire, c'est que, à l'impossible, nul n'est tenu. Un gamin, quand il sort de bac, il a toutes les options qui sont ouvertes. Tu choisis de développer une compétence quelque part. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas développer une compétence autre part? Non. Le vrai sujet, c'est quelle est ta motivation à entreprendre des sujets. Ce qui donne l'impression que je réussis tout ce que je fais, c'est parce que je le fais avec une certaine motivation. Ça veut pas dire que j'ai pas d'échec. Je n'ai jamais échoué à un truc où je suis motivé, où j'ai envie de le faire,
et où vas-y j'y vais quoi. Et où tu te donnes les moyens d'y aller. Ça j'ai jamais échoué là-dessus, jamais. Mon vrai problème à moi, c'est que je suis trop intéressé par trop de choses. Et du coup aujourd'hui j'ai tellement de sujets et de projets que c'était de choisir le projet, le problème. Justement, cette notion de focus qui revient aussi très souvent dans l'entrepreneuriat, tu vois, le one thing, blablabla. Comment tu le gères, toi? Parce qu'a priori, t'es quand même, tu vois, t'animes une communauté sur le web, tu vends de l'infoproduit, tu fais de la promotion immobilière, t'as des clients Mailing, aussi, B2B. des clients aussi en crypto. En crypto, ouais. Consulting B2B pour des marques, des groupes. Ouais. Le focus, il est partout là. Ouais. Et alors? Bah, il est focus sur une seule chose en fait. Faire de l'argent. Non? Ah bah non, non, j'ai dit tout à l'heure, tu peux pas dire ça. Ah bah non. Satisfaire le client. Mon seul focus, c'est satisfaire le client. Tu vois le focus où tu veux. Tous ces trucs-là, moi je trouve que c'est un peu de la merde, sincèrement. Ouais, pensez one thing, ouais. Fais faire une chose, mais fais-le bien. Oui, quand tu commences. Quand tu commences, oui. Tu fais des croissants, tu les fais bien. J'ai fait du mailing, je l'ai fait bien. Si je dois donner un conseil à des gens qui commencent, fais une chose et fais-la bien. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je fasse 10 000 choses. Mon leitmotiv aujourd'hui, c'est satisfaire le client. C'est pas le chose. J'ai des associés. Je me compare pas, d'accord, mais prends Bernard Arnault. Il fait des fringues, il fait du parfum, il fait des colliers, il fait. Enfin, peut-être tu peux dire la même chose. Non, il se concentre finalement sur une seule chose. Ouais. En fait, le one thing, tu le places où tu veux. Tu vois, c'est des phrases. Je suis pas contre, mais tout le monde voit midi à sa porte et interprétation. Facile, tu veux dire. Ouais, c'est jamais aussi simple. Moi, c'est toujours plus compliqué que ça. C'est des rencontres, one thing. Si t'as pas le bon partenaire, ben ouais, je veux dire, si tu focuses pendant 4 ans, il y a un moment donné, tu vas trouver le partenaire, tu vois. Ok, le sujet c'est comment tu fais pour le trouver en 6 mois, quoi. Ah ouais, mais si je fais ça, ça veut dire que je me focus pas sur le bon truc. Ah, c'est trop mindfucker tout ça. Là, c'est trop compliqué. Après, tu te pignoles sur, enfin, excuse-moi, mais Ouais, je suis d'accord. voilà. Donc, moi, j'aime pas trop. C'est pour ça que le mindset, j'en parle pas trop. C'est parce que ça peut être très souvent mal pris et mal jaugé. Bien sûr que je trouve que le mindset est hyper important. On parle que de ça là. Mais c'est souvent mal interprété. T'entends ce que tu veux entendre dans ce qu'on te dit. Tiens, tu voyages en business? C'est la première fois que là je suis arrivé à Dubaï, j'ai été upgradé en business, c'est la première fois que j'ai découvert la business là, quand je suis arrivé à Dubaï. J'ai été upgradé parce que je voyais les choses, d'habitude je voyageais avec ma famille et là je suis parti seul et je pense que j'ai cumulé assez de points et ils m'ont fait upgrader, je pense un truc comme ça. Je voyais toujours en éco, non je m'en bats les couilles du business. Par contre, tu veux une histoire de fou? Donc allez on y va. Je pars de Thaïlande, il y a un orage, j'ai dit putain, machin et tout. J'arrive à un aéroport, je passe une nuit. Je passe cette nuit, je vais prendre mon vol à Emirates. Emirates, ils m'upgrade. J'arrive dans mon compartiment business class. Je découvre la business class. Ma place est prise par un mec, un vieux gars vraiment sale, tu vois, enfin sur lui en mode putain, oh merde. Et le mec il fait genre de dormir, il a le masque en mode je dors. Ouais, alors que le mec c'était là il y a 2 minutes probablement, il vient d'arriver, tu vois. Tu me vois pas. Tu me vois pas. Voilà. J'étais là mais what the fuck, tu vois. Donc je me casse sur le truc à côté, je me dis je m'en fous, tu vois, je suis en business. Parce que moi j'aime être côté hublot, tu vois. Et là j'étais côté couloir mais je suis en business donc je me dis OK cool. Tu vois, je vais découvrir et tout machin. Donc je suis quand même content, tu vois, je m'en fous de la place. Et t'as la nana, donc là je découvre le service Emirates en business et là t'as la nana de le steward, l'hôtesse qui vient et qui dit au mec "Ah, vous êtes monsieur je sais pas, je donne pas mon nom mais voilà, vous êtes monsieur machin." Et le mec dit oui alors que c'était moi, tu sais, il était à ma place et tout. Mais non. Donc j'écoute et je dis non mais c'est moi en fait, monsieur machin. Et la nana s'est décomposée. Et elle a dit mais vous voulez votre place et tout. Tu sais, elle était vachement emmerdée pour moi et elle a voulu faire reprendre la place. Et j'ai dit non mais c'est bon et tout, t'inquiète, enfin tout va bien, enfin tu vois c'est ok et tout. Elle dit non vous êtes sûr et tout. Et elle regardait le mec en mode méchant, tu vois. Donc tu vois on s'est occupé de moi, je me suis senti chouchouté sur le sujet. Et mais moi le mec à côté je m'en foutais quoi. Ok. Le voyage se passe, je découvre, on peut s'allonger dans le. T'as un lit en fait dans la business class. Ça vaut pas le prix. Je continuerai à voyager en éco. Ça m'intéresse pas. Par contre attends, je vais aller jusqu'au bout. Je m'allongeais tout et juste au-dessus de moi il y avait des magazines et je voyais un property. Et vu que je fais un promoteur immobilier machin tout ça, là, je vais te donner l'exemple type, hein, vraiment de ma vie et de l'écosystème. Je prends le magazine qui parle des properties, donc des biens immobiliers etc. Je l'ouvre, je regarde machin et je regarde les maisons, je sais pas, à un certain montant. On va pas parler de montant. Et je vois que le mec à côté regarde ce que je fais et il commence à me parler. Donc le mec, tu vois, qui est et il commence à me parler et tout. Et ben le mec, il me parle, donc on parle, c'est un Italien, on parle un peu anglais, tout ça. Alors j'ai pas un très bon anglais, hein, je lui dis, hein, je suis pas très bon en anglais, machin, mais on discute quand même, on y arrive largement, tu vois. Et en fait le mec, il comprend, donc je lui explique ma vie, que je suis entrepreneur, machin, que je fais de la promotion immobilière, et property ça m'intéresse, machin, tu vois. Et le mec il gère une équipe, il est responsable d'un pôle de gestion de fonds dans une société à Dubaï. Et finalement je prends un rendez-vous, alors je donne le nom, ça s'appelle X Investment Group à Dubaï. C'est au Burj Khalifa, c'est à Downtown.
Et il me donne rendez-vous parce qu'en fait je lui explique, et c'est des mecs qui sponsorisent la F2, etc. Et je lui explique en fait que ben, mon associé en promotion immobilière, il était champion de cartes, il adore la F1 machin, et que ben, on fait de la promotion immobilière, et donc que le mec il était en Thaïlande parce qu'il cherche des investissements en Thaïlande. Incroyable. Et donc du coup j'ai dit, ah tu cherches des investissements en Thaïlande, mais moi je fais de la promotion. Ok, attends, faut qu'on en parle. Et il m'a dit, bouge pas, pour notre rendez-vous, je vais prendre un traducteur ou un machin, pas un traducteur, un accompagnateur, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un mot, tu sais, tu prends des mecs qui sont là pour la journée, qui traduisent, mais c'est pas des traducteurs, c'est des accompagnants, je sais plus comment t'appelles ça, bref. Et il me dit, je vais missionner quelqu'un, t'inquiète, pour qu'on soit sûr de bien se comprendre. Et donc en plus, il a compris, j'ai des investisseurs, crypto, j'ai fait de l'argent, je voyage en business. Alors lui, il sait pas que j'étais upgradé, tu vois, mais je voyage en business, thank you. Je voyage en business, j'ai machin, tout ça. Du coup, j'ai rendez-vous, c'était le rendez-vous que je devais avoir ce matin, et je l'ai lundi. Et tu vois, tout part en couille au départ, quoi. Ça c'est compliqué, tout est mindfucker. Et donc ça se trouve, le mec va trouver mes prochains investisseurs pour mes projets, je vais lui apporter des clients. Tu vois, est-ce que ça t'appelle se défocus? Non. Voilà. Donc est-ce que je revoyagerai en business? Bah ok, en business tu peux avoir des gens, des machins et tout, mais je m'en fous. Enfin, je veux dire, est-ce que j'ai besoin de provoquer des rencontres comme ça? Si je veux provoquer des rencontres, je voyage en business. Mais je m'en fous, j'en ai pas besoin. Enfin, si demain je cherche, je le fais. J'ai pas besoin de chercher ça. Par contre, j'ai rencontré un nouveau partenaire. Et si ça se trouve, dans 3 ans, ça va être mon meilleur partenaire, je sais pas quoi, je sais pas. Et ça, c'est vraiment l'histoire incroyable du... Imagine, je pars en famille, et ça m'arrive pas tout ça. Ouais, pas de hasard. Ouais. Mais est-ce que le fait d'avoir voyagé en famille m'a coûté aussi des opportunités? Peut-être. Mais je veux dire, rien n'empêche rien. Sinon, tu voyages en business avec la famille. Ouais, ça fait cher. Hein. Ça fait cher pour pas grand-chose. Hein. Alors du coup, non, je paierai toujours mon billet d'avion en éco, je vois pas l'intérêt d'aller en business, quoi. Ouais. J'essaierai peut-être la first un jour. Mais bon, franchement, t'as les vidéos sur YouTube, voilà, je vois ce que c'est, quoi. C'est tout. L'expérience m'intéresse pas plus que ça. Ouais, je te posais la question justement parce que tu vois, t'entends aussi souvent, tu sais, voilà, ils commencent à faire un certain chiffre de CA, donc rester dans cette énergie tu vois, d'un certain niveau. Ouais. Donc je voyage en business, donc tu vois, d'élever les standards. Ouais. En fait. Ouais, mais ça c'est les discours de mecs qui achètent des lambeaux, tu vois. Les vrais entrepreneurs, ils s'en battent les couilles. Ah, attention, les vrais entrepreneurs qui sont mariés, qui ont des gamins et tout ça, ils s'en battent les couilles. Le mec qui est célibataire, qui est entrepreneur, qui est seul, il voyage en business. Moi, ça me coûte plus cher de voyager en éco avec ma famille que de partir seul en first. Je vais pas payer 3 first. Je vais pas claquer 15 000 balles pour un billet d'avion. Je vois pas l'intérêt. Enfin, tu vois, j'ai la notion de l'argent, j'ai la valeur de l'argent. Après, si je veux me la péter, si je veux faire le mec sur YouTube qui dit ouais, mais tu sais, c'est là où tu rencontres des gens. Et c'est vrai, c'est l'exemple que j'ai donné. Ouais, mais j'ai pas besoin de ça. Je fais de la pub sur YouTube, c'est pareil. Je fais de la pub sur Facebook, c'est pareil. J'ai pas besoin de payer une first. Par contre, oui, tu vas rencontrer des gens extraordinaires. Oui, la first est chouchoutée. C'est de l'ego trip. Ah ouais. Après, oui, quand tu voyages seul, tous ces mecs qui disent ça, c'est des mecs qui sont célibataires ou qui sont en couple. C'est pas des gens qui ont des gamins, qui vont à l'école. Parce que quand t'as des gamins à l'école, tu pars pendant les vacances scolaires. Tu vois, et pendant les vacances scolaires, les mecs qui font du bise, ils partent pas. Tu vois. Donc, ça marche pas, ça marche pas comme ça. Voilà, la vie est différente. Voilà. En trame de fond de tes longs monologues que tu fais, parce qu'il faut savoir qu'il fait des longs monologues qui sont très intéressants, mais ça peut aller jusqu'à 55 minutes. Ah, j'ai fait 1h02 la dernière. Ils sont d'ailleurs très appréciés. Hein. Ouais, ma commu adore. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut pas te chauffer, quoi. Ah ouais, non. Moi, tu me poses une question, je peux partir 2 heures. Moi, en live, je peux tenir 6-7 heures, facile. Il y a l'impression que j'ai, tu vas me dire ce que t'en penses, c'est que, tu vois, il y a donc toi, t'es un fervent capitaliste, dans le sens d'entreprendre. Oui. Tu vois. Et j'ai l'impression que ceux qui sont vraiment les plus chauds là-dessus, c'est parce qu'ils ont une notion de liberté beaucoup plus importante peut-être que la moyenne. Je pense, ouais. Mais de liberté, pas genre liberté, mais vraiment dans le sens premier du terme, à savoir je garde mon libre arbitre et je vais pas me faire dire ce que je dois faire par un gouvernement ou par des clients, par des associés, par tout ce que tu veux. C'est quoi ta notion de la liberté? Bah c'est celle-là, le libre arbitre, garder le libre arbitre, c'est celle-là que j'aurais donné comme définition. Moi je veux être capable d'avoir le choix. Quand je pars dans un pays comme la Thaïlande, je prends pas un visa sur 5 ans, je prends un visa qui se renouvelle tous les ans parce que si je veux me barrer, je me barre. Je garde mon visa à Dubaï, ici, c'est pour ça que je reviens, parce que si je dois revenir à Dubaï, j'ai un visa. C'est ça la liberté. Le pognon achète la liberté, c'est tout. La tranquillité, pas forcément. Les gens disent que ça achète la tranquillité. Quand t'as du pognon, c'est compliqué. C'est ce qui a pu te faire quitter la France et l'Europe aussi, ce manque peut-être de liberté avec depuis le délire Covid. Non, moi la France j'étais content, je payais des impôts et j'ai pas de problème avec les impôts. Moi je trouve que c'est bien de payer des impôts. Moi je trouve que c'est important. Moi sans la France, j'aurais pas gagné de fric parce que la France prenait tellement d'impôts que ça m'a forcé à être meilleur en fait et à faire plus d'argent. Ouais.
Et c'est une notion que j'ai vite comprise, hein. Parce que t'es obligé, et la France est très bien faite, hein. C'est-à-dire que, en fait, les gens pensent qu'en France, tu gagnes moins. Je trouve que c'est une hérésie. J'explique. Tu fais 1 million de CA, tu fais 504 bénéf, ok? Tu fais 1 million de marge, allez, 1 million de marge, tu fais 500 000 de bénéf. En gros, les gens disent, ouais, t'es taxé à 50%. Ok. Taxé à 50% si tu prends tout à ta pomme. Mais en fait, sur le million de marge, si tu réinvestis, bah, réinvestis. La France te force à réinvestir. Et putain, mais qu'est-ce que c'est brillant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en réinvestissant que tu fais du fric. Oui. Ouais, c'est sûr que si tu le mets dans la poche en salaire, bah ouais. tu vas te faire allumer. Bah bien sûr, et tant mieux. Par contre, l'idée c'est de le réinvestir et puis après de créer une holding ou quelque chose comme ça, un montage pour. Ouais, après t'as des optimisations fiscales. Ouais. Non, mais après les impôts c'est pas un sujet. C'est pour ça que j'entends beaucoup d'entrepreneurs parler des impôts et tout. C'est des raisonnements. Franchement, excuse-moi, c'est des raisonnements de mecs qui font pas 1 million. En fait, l'argent il est jamais dans l'économie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Soit tu te focuses sur les 10% de conversion de ta page de vente, soit tu te poses la question de comment faire x15. Ouais. En fait, les mecs qui raisonnent comme ça, tu connais leur niveau de thune. Moi aujourd'hui, je suis capable d'estimer l'argent des gens en fonction de leur discours. Je peux me planter, bien sûr, mais en général, voilà. En fonction de leur expérience, s'ils ont eu des gens, s'ils ont drivé des gens, en fonction des choix qu'ils font dans leur vie, est-ce qu'ils ont peur d'acheter une maison à 300 000 balles ou pas. Tu vois, il y a des trucs. Voilà, tu vois vite en fait. Du coup, moi, je suis parti de France parce que un jour, je suis parti à partir du moment où j'ai eu ma gamine, parce que je voulais pas que ma gamine soit dans une école française. J'aurais pu la mettre dans une école privée. Moi, je suis pour la Cambridge Education en Angleterre, c'est-à-dire qu'elle parle anglais, etc., machin. Mais j'avais peur pour la sécurité. J'habitais du côté de Chambéry. Il s'est passé beaucoup de choses là-bas bizarres, de trucs. Enfin voilà, je sais pas si les gens connaîtront, mais ils connaissent, tu vois, genre le cas de Maëlys. Tout ça, plein de trucs là-bas, bon bref. Et moi, je connaissais des gens qui se faisaient voler à l'arraché, le sac à main et tout, dans la rue à 8h du soir en plein soleil. Il y a beaucoup de notions de danger en France. Il y a déjà trop de charges en tant qu'entrepreneur, si en plus tu dois faire gaffe à où tu mets, comment tes gamins rentrent, qu'est-ce qui se passe, et machin. Tu rajoutes des charges. En plus, en France, tout est compliqué. Quand tu t'occupes de ta baraque, que t'as des fuites d'eau, que t'as des machins. En fait, tout est fait pour que tu perdes ton temps à des sujets futiles et que tu dépenses ton argent dans des sujets futiles. Et en tant qu'entrepreneur, t'as pas de temps à perdre là-dessus. Justement, on revient sur donc la liberté, le libre arbitre. Je veux être capable de dire où je mets mon temps. Je veux pas être enfermé à attendre le plombier qui passe le vendredi soir parce que t'as ta chaudière qui fuit à 22h le vendredi soir. Et ta chaudière fuit toujours à 22h le vendredi soir. Ça, c'est inexplicable. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et donc tu vas raquer de toute façon le samedi parce que c'est le forfait week-end et que machin. Et que bah, le vendredi soir tu peux pas prendre ton truc, t'as pas d'eau chaude et en fait, putain merde quoi. Tu gagnes pas de l'argent pour te faire chier avec ces trucs-là, quoi. Alors ok, tu peux payer, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est je veux être libre de mon temps. Donc liberté absolue. Moi, je suis prêt à donner la moitié de tout ce que j'ai si je gagne 100% de mon temps, quoi. Y a pas de problème. Et t'as vu, je dis la moitié quand même. Pas 100%. Mais voilà, ouais. Pour moi, ça fait sens. Tu gardes ton libre arbitre. Je veux pouvoir bouger. Le Covid a été très dur à vivre. Typiquement, d'un point de vue libre arbitre. Mais coup de bol, j'étais à Dubaï. Tu l'as fait à Marina? Non, au Palme. J'habite au Palme. Oui. Putain, à Dubaï, t'avais ton libre arbitre. Ah, ok, il fallait porter les masques. Et encore. T'as ton libre arbitre. À Dubaï, j'aurais été en France, bah, je pense que je me serais expatrié. En fait, quand je regarde, je me serais expatrié quoi qu'il arrive. Et c'est pas une question de pognon. Alors si, c'est une question d'argent. Faut avoir l'argent pour s'expatrier, c'est sûr. Surtout à Dubaï. Faut monter une boîte, faut machin, il y a un setup. Hein. Tu payes un an d'avance ton logement, ton machin, il faut de l'argent. Ouais, faut de la trésor. Mais c'est pas un problème d'être entrepreneur ou pas. Si j'étais salarié, je me démerderais à trouver un travail. Tant que ça fait garder mon libre arbitre. Après, le libre arbitre, tu l'as pas en étant exploitant de quelqu'un. Non. Mais même en étant entrepreneur, tu es exploitant de la société. Donc en gros, si tu veux, j'ai beau défendre un libre arbitre et une liberté, on fait partie du système, quoi. Y a pas de problème. Je suis à l'aise avec ça. T'es pas dans le fantasme. Non. Dans lequel certains pas mal peuvent être en mode ouais, je suis complètement libre, mais non en fait, c'est systémique. T'es libre d'un seul truc dans ta vie que les gens oublient, c'est ton temps. C'est-à-dire que tu as le choix de choisir d'avoir du temps, gagner moins, choisir de consacrer ton temps, gagner plus. Le sujet, c'est comment en 24 heures tu fais ce qu'il faut pour que t'aies le temps de faire ce que tu veux. Donc quand je fais des projets, c'est la même chose. Je me dis pas ouais, je fais de la promotion immobilière pour gagner du fric parce que machin. Non. Faut que j'ai un process qui me permette de pas prendre beaucoup de temps, que j'ai machin, donc il me faut un associé qui truc, machin. Je réfléchis les projets comme ça. Je veux pas que ça me bouffe du temps, je veux pas que ça me défonce, je veux pas que ça me prenne du temps avec mes enfants, quoi. C'est bête. Donc chaque projet que je choisis maintenant, voilà. Mais j'ai choisi, à mon libre arbitre, d'avoir un enfant. Alors, est-ce que tu choisis vraiment d'avoir un gamin? Oui. A priori. Voilà. Mais bon, tu sais que la nature peut être différente. Donc sauf si tu rencontres une nana en boîte un samedi soir ivre. Et non, je pensais de la stérilité, je pensais plus à la stérilité. Mais pas du tout dans le même truc. La met à l'envers. Ouais. Non, si je parle de stérilité, c'est-à-dire, voilà, t'en as qui peuvent avoir du mal à avoir des gamins, ça c'est dur. Non, je dis voilà, est-ce que t'as vraiment le choix d'avoir des gamins? Même ça, tu vois, les gens pensent être au contrôle. Tu es vraiment au contrôle que de ton temps.
Vraiment. C'est toi qui choisis où tu mets ton temps. J'ai pas le temps, c'est Ouais. dire. Ah, le j'ai pas le temps, c'est la pire phrase qui existe. Ouais. C'est le seul truc où tu peux avoir en fait. Ouais. Après c'est dur, je dis pas que c'est facile, mais c'est dur. C'est dur d'avoir le temps. Et pourtant c'est la seule chose qu'on a vraiment. Bon, on va conclure. Si tu veux, si t'as posé les questions que tu voulais. Ouais, il y en aura plein, mais bon, on va faire des. Sinon, on fait un podcast à la Oussama et Yomi et on fait, Non, ça risque pas. des hebdos de 3 heures. Si tu veux. Ah ouais, je peux tenir en live 6 heures, hein, pas de problème. Non, mais ouais, Marathon. après le seul truc qu'il faut garder en tête, pour terminer là-dessus, c'est jamais l'argent, c'est une question de choix. C'est-à-dire, je dis pas que ça tient qu'à toi, mais tes choix amènent à faire de l'argent. Ou à ne pas en faire, ou à en faire moins, ou à en faire plus. Tu es le seul maître de tes actions. Moi je pense pas que ce soit réservé à tout le monde, contrairement à ce que tous les mecs disent. Ouais, il suffit de bouger le cul, j'entends des mecs dire, il suffit de le vouloir, faut te bouger le cul pour faire de l'argent. Non. Chaque contexte est différent. T'as une maladie, je suis désolé, c'est pas ta priorité. Ouais, mais si t'as besoin, les mecs qui disent ça, c'est des mecs qui sont en bonne santé. Et surtout, ma sœur disait ça, et je dis souvent que ça en plus, je dis que c'est ma sœur qui le dit et c'est vrai. Elle m'a dit, il faut toujours que ce soit saupoudré de chance. Il y a toujours. Par contre, la chance, ça se provoque. C'est-à-dire, à force de faire un truc pendant 4 ans, il y a un moment donné, t'as une fenêtre de chance. Obligatoire. Ouais, comme les mecs qui te font des vidéos sur la productivité, ils ont 25 ans, ils ont pas de gamin, et ils sont solo, et Voilà. sauf que c'est pas la même quand t'es maman solo avec 3 gamins, quoi. Je me lève à 4h du mat, je prends une vais à douche la froide, salle. je vais à la salle. Ouais, fais-le quand t'as des gamins. Alors, ok, tu peux le faire. Ça va être compliqué dans ton couple. Mais tu peux le faire. Et c'est sûr. Par contre, tu vas te coucher tôt, puis ton gamin au réveil, tu seras pas là, et puis machin. Non, c'est des choix. C'est ça, tu es maître de ton temps. Et c'est sûr que quand tu rajoutes des variables comme un enfant, ben forcément, t'as moins de temps. Donc il faut être plus efficace. Et moi, mon job, c'est ce que je dis, c'est de gérer ces obstacles. Ok, t'as un gamin, ça te prend du temps. Est-ce que c'est un problème? Et t'entends tous les entrepreneurs, les entrepreneurs, ils ont pas de gamin. Tu sais, ou alors ils s'en foutent. Lundi, la nanny au réveil nous dit je vais pas être là, je suis malade. Et Steph, elle devait partir à 9h15. Et donc je me suis levé tôt parce que je voulais d'abord aller au sport. Et en voyant le message, je me suis dit je vais commencer direct à bosser, j'ai 2 heures. Ouais. Et tu vois, et j'ai filé direct dans le bureau, pam. Et en fait, j'ai pas avancé, tu vois, je voulais faire autre chose. Mais l'essentiel a été fait, tu vois, Ouais. en 2 heures. Voilà. C'est toujours pareil, c'est Voilà. Parkinson, tu vois. Ouais. Parce qu'à un moment. Écoute, c'est Olivier Roland qui a dit cette phrase. Je le suis pas, hein, mais vraiment, je suis tombé un jour sur un truc, il a dit ça. Il a dit, l'être humain a horreur du vide, et quand il y a du vide, il sait remplir l'espace. Donc en fait, si tu te forces oui. à pas avoir de vide, tu es ultra productif. Et moi, rajouter des obstacles, je trouve ça bien. Et c'est pour ça que je rajoute plein de projets, plein de machins, plein de trucs. Mais en fait, ça te force à être meilleur. Si t'es là, que t'as qu'un projet, et que tu te dis, bah tu vas procrastiner. Ouais. Mais c'est ce que je dis des fois à des clients. Je te dis, ouais, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps. Je dis, mais en fait, c'est un luxe peut-être, tu vois. Ouais. Si t'as juste 2 heures dans la journée, en fait, t'as pas le temps tu vas pas aller te brosser, à faire style, et en fait, tu te retrouves à scroller comme un con, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est vrai que le temps est important. Tu vois, t'as réussi à faire les choses essentielles en 2 heures. Moi, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui tous les jours. J'ai pu me libérer. Alors, des fois, faut faire des choix. Faut faire un pas en arrière. Donc, je fais un peu moins d'argent en ce moment par rapport à avant. Mais j'ai beaucoup plus de temps. J'ai 70% de mon temps. Entre guillemets. En tout cas, 70% de mon temps que je place comme je veux. J'ai toujours 30% qui est incompressible. Mais j'ai 70% de temps que je place comme je veux. Dans des rencontres, dans des machins, dans des développements, pour des trucs, pour des urgences, pour plein de choses. Mais je choisis où est-ce que je le mets. Et ça a mis du temps à en arriver là, quoi. Tu peux pas arriver au bout d'1 an. C'est impossible. Ok. Bon. Super. Je te laisse Merci, conclure. Cyril. Merci Alex. On te retrouve sur ton canal Telegram, Ouais, principalement. bien sûr. Le lien est en dessous, dans la description. Ok, merci. À plus. Ok, merci. Salut.